Focus Info. Focus Info. Exactement, 7h30 sur les ondes de la chaîne Inter, Focus Enfant tous les jeudis. Bonjour, Moaz Chlif. Bonjour, Raphaël. Bonjour à tous les petits citoyens et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la veille de la Ride. Donc, oui. On devance la fête et on leur souhaite à tous une bonne fête. Et Ride Mabrouk à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent et que Dieu aide les enfants de Gaza et tous les enfants qui sont dans des zones de conflit armés. Malheureusement, ce ne sera pas une fête comme les autres au jour d'aujourd'hui. Et ce sera une pause pour ceux qui sont en train de passer des examens. Oui, c'est la pause, effectivement. C'est la pause, donc on leur souhaite de récupérer, de bien manger, de recharger les accus pour bien terminer ces épreuves. Alors, on a annoncé la couleur depuis le début de la matinale. Depuis des millénaires, les aînés se plaignent des jeunes. Déjà, Socrate déplorait leur prétendu manque de respect, leur amour du luxe et leur indiscipline. Pourtant, génération après génération, la jeunesse est celle qui fait avancer le monde, qui innove, qui rêve et qui bâtit. Alors, s'agit-il, Moaz Chlif, d'un éternel malentendu, d'une tension naturelle entre deux visions du monde ou d'un véritable choc de valeurs qui s'intensifie avec les mutations sociales, économiques et technologiques? Alors, nous essaierons ce matin, dans le cadre de Focus Enfant, de mieux comprendre ce phénomène aussi vieux que l'humanité, mais toujours d'actualité. Vous l'avez certainement compris, chères auditrices et auditeurs, nous allons parler du conflit entre les générations, au conflit de générations. Alors, Moaz Chlif, pourquoi ce conflit semble-t-il aussi ancien que les civilisations elles-mêmes? Absolument, parce qu'on le constate, autant on se dit ouvert, autant on se dit on aime le changement, la modernité, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'autre, la tolérance, etc. Autant on constate qu'en réalité nous sommes profondément conservateurs. Nous sommes, même si à chaque génération on remet en question les valeurs des générations précédentes, on se rebelle au cours de cette période de l'adolescence et on l'a dit, la rébellion, la transgression, la recherche de nouveaux repères est quelque chose d'absolument normal et de physiologique dans cette jeunesse, mais très vite on oublie. On oublie sa jeunesse, on oublie son adolescence et on s'installe dans un certain conformisme que l'on s'est construit soi-même, bien sûr, avec beaucoup d'ingrédients qui viennent du passé, mais avec beaucoup de choses qu'on a rajoutées nous-mêmes dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre rapport avec l'autre. Et puis, quand on voit cette nouvelle génération pousser, grandir et arriver sur la scène de la vie sociale, de la vie familiale aussi, ce ne sont plus des enfants qu'on mène par le bout du nez, non, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui essaient de s'affirmer et qui essaient de trouver leur propre voie et heureusement ou malheureusement, le conflit s'installe parce que autant on l'a dit, on a fantasmé, autant on s'est projeté dans ses propres enfants pour leur construire un cadre idéal dans lequel on souhaiterait les voir évoluer et ce cadre évidemment est profondément imprégné de toutes nos propres valeurs à nous, de nos frustrations, de ce qu'on n'a pas pu réaliser et qu'on souhaiterait que nos enfants réalisent, mais on est dans une espèce de tiraillement parce qu'il y a de l'autre côté un refus. Je ne veux pas vivre ta vie, je veux vivre la mienne, je n'ai pas envie de réaliser tes fantasmes et tes rêves. Ce sont tes rêves, très bien pour toi, mais c'est pas les miens. Alors, moi, Chlif, quand est-ce qu'on peut parler de conflit entre les générations? Est-ce qu'une simple dispute entre parents et enfants, là c'est un conflit ou bien c'est plus profond que ça? Non, le conflit s'installe lorsque cette confrontation mène à la rupture, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, lorsqu'on échappe à cette relation familiale pour essayer de se retrouver ailleurs. Donc
il n'y a pas de faute. Et c'est dans toute relation, chacun y apporte un petit peu de soi. Les enfants, les adolescents amènent un peu de leur côté et les parents y mettent. Donc le résultat de cette relation est une responsabilité partagée de la part des deux. Mais avec une contribution beaucoup plus grande de la part des parents, parce que c'est à nous de préparer cette adolescence et de préparer le terrain pour conserver, coûte que coûte, un dialogue et un rapport avec ses propres enfants. On l'a dit et on n'a pas arrêté de le dire que la rupture de dialogue est un signe important d'une crise qui s'installe et il ne faut pas la laisser s'installer et perdurer. Donc il faut se remettre aussi un petit peu en question. Il faut essayer de revoir ses exigences ou les mettre de côté momentanément pour d'abord rétablir le dialogue et ne pas perdre vue de ses propres enfants. Parce que c'est un âge auquel on est jusqu'au boutiste, où on peut aller jusqu'au bout en crânant, en essayant de démontrer qu'on a raison, en ne voulant pas baisser les chines et obéir au diktat parental. On essaie de refuser cette autorité, qu'elle soit autorité morale, que ce soit autorité culturelle, que ce soit une autorité tout court. Donc d'user de la force n'est pas la meilleure solution pour essayer de rétablir le dialogue. Mais d'autre part aussi, la permissivité, et on l'a vu, l'enfant roi, celui qui décide de tout, qui fait tout, et nous on est derrière pour pouvoir suivre, c'est une perte de repère par rapport aux enfants. On le dit et on le répète, depuis qu'ils sont tout petits, les enfants sont là pour pousser les limites et les parents sont là pour maintenir les limites. On peut autoriser, les lignes rouges, absolument, on peut autoriser qu'il y ait des dépassements et c'est normal qu'il y ait des dépassements, mais ça ne doit pas remettre en question le fondamental qui est d'abord la relation d'amour qu'on a avec ses propres enfants. Il ne faut pas que les enfants doutent que nous ne les aimons plus parce qu'ils se sont éloignés de notre vision, de ce qu'on se imaginait qu'ils allaient devenir. Non, pas du tout. Je l'aime tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Je l'aime tel qu'elle est, avec toutes ces bêtises. De maintenir cette relation indéfectible est le premier lien fondamental qui va rétablir à un moment ou à un autre le dialogue, quelle que soit l'ampleur de la crise. Alors moi, Chif, avant de parler du contexte actuel, quand on parle de contexte actuel, je veux dire par ceci le contexte numérique, écologique, économique et tout ça, qui rend, je crois, ce conflit encore plus visible et plus aigu. Si on se met d'abord à la place des parents, alors on va se mettre dans la place d'abord des parents et puis la place des jeunes d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui explique que les adultes aient souvent une perception un peu, je dirais ça avec des pincettes ou entre guillemets, négative de la jeunesse? Alors le concept négatif parce que d'abord on a beaucoup de contraintes. Les contraintes sont extrêmement pesantes sur les adultes au jour d'aujourd'hui et il y a une obligation de résultat à tous les niveaux. On doit s'acquitter de toutes ces factures. On doit s'acquitter de ses obligations professionnelles. On doit s'acquitter de ses obligations familiales. Et derrière tout ça, on a perdu le contact avec nous-mêmes. On a tellement d'obligations qu'on n'arrive pas à nourrir son propre soi pour essayer d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Donc on est dans un tel état de mal-être et de contradiction avec nous-mêmes déjà qu'on a du mal à suivre. Et puis quand on regarde cette jeunesse qu'on trouve dorée, donc, alors, dans toutes les générations, la génération d'après est une génération dorée parce qu'on estime qu'on lui a donné tout ce qu'il faut, qu'on a fait tous les sacrifices qu'il faut pour qu'il soit bien et que ces jeunes femmes et que ces jeunes gens ne sont pas toujours contents de ce qu'ils ont, qu'ils réclament plus. Donc, on est dans cette espèce de logique éternelle depuis la nuit des temps. Donc, vous voyez Socrate quand il parle des enfants qui aiment le luxe parce qu'ils souhaiteraient avoir ce qu'il y a de mieux. Mais quelque part, en filigrane, on l'a transmis nous-mêmes. En leur donnant ce que l'on a de mieux, en se privant pour eux-mêmes, on n'a pas essayé de garder un équilibre où ce qui appartient à la famille soit équitablement réparti et que c'est normal que les parents expriment de temps en temps un certain égoïsme et qu'ils se servent avant de servir leurs enfants. Comme on a été dans un altruisme infini vis-à-vis de ses propres enfants, on exige d'eux une redevabilité.
Tout à fait. Les enfants ne sont pas redevables envers leurs parents. Ben, justement, comment les jeunes perçoivent-ils cette fois les générations plus âgées? C'est l'effet miroir de l'autre côté. Cela veut dire que si tu m'as donné, pourquoi voulez-vous que je sois redevable de ce que l'on m'a offert? Vous me l'avez offert, vous ne m'avez donné rien en retour, je n'avais pas d'obligation. Pourquoi aujourd'hui, tout à coup, quand tout va mal, parce qu'on déprime, parce qu'il y a trop de soucis qui viennent en même temps, on se réveille tout à coup et on réalise que les enfants sont en train de vivre un rêve doré et que moi je suis en train de m'échiner du matin au soir et qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis de moi. Ce que l'on donne n'est pas sujet à être remplacé. C'est un don. Le don de soi ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit. Ouais. Lorsqu'on est dans une opération où il y a un renoncement de la part des parents pour que les enfants aillent mieux, eh bien il faut le dire. Il faut le dire et il faut laisser les enfants accepter ce don ou le refuser. Si vous me mettez dans la situation où vous me dites je vais me sacrifier pour te donner ça et après je sais que ce sacrifice, Dieu sait combien on a entendu nos papas et nos mamans dire je me suis sacrifié, j'ai tout fait, j'ai donné, j'ai renoncé. Mais c'est une façon de mettre des attaches, de mettre des rênes, d'enchaîner les enfants dans une redevabilité aveugle vis-à-vis de leurs parents. On leur fait peser un poids trop lourd sur leurs épaules qui ne leur permettent pas de s'épanouir et de trouver leur propre voie. Vous imaginez comment est-ce qu'on peut rendre à une maman tout l'amour qu'elle nous a donné? Mais c'est impossible à rendre. C'est quelque chose qui nous a nourris depuis la plus petite enfance, et puis là, tout à coup, maman se tient debout et exige d'être remboursée de tout ce qu'elle a donné. C'est impossible. Le remboursement se fait d'une génération à l'autre. Ce qu'on a reçu de nos parents, nous allons le donner à nos propres enfants. Et on se trouve aussi dans cette relation extrêmement difficile quand elle est consciente. Et qu'on arrive à avoir la conscience de tout ce que nos parents nous ont donné et de tout ce qu'on leur doit actuellement. Ça fait que les couples vont penser encore 10 fois avant de faire un enfant eux-mêmes par la suite. Comment est-ce que je peux gérer toute cette dette que je dois à mes parents et en même temps essayer de donner à mes enfants par la suite? Je suis incapable de pouvoir satisfaire les deux en même temps. Donc pour vous, Massif, on doit toujours dire à nos enfants ce qu'on a fait pour eux. Pas toujours dire. Quand on en arrive au stade de sacrifice, il faut le dire et il faut donner le choix aux adolescents. Ils sont capables de réfléchir, ils sont capables de participer à un choix avec vous. Si cela vous pèse autant et que cela constitue un aussi gros sacrifice, il faut le dire avant de faire le sacrifice. Qui vous dit que vos enfants vont être capables d'assumer ce sacrifice? Peut-être qu'ils vont vous dire oh, non, 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 moi je me contente de ce qu'il y a. Profite. D'accord. Prends tes aises, mais donne-moi la liberté de garder mes propres choix et de ne pas me retrouver embrigadé dans ce sentiment de redevabilité et de culpabilité. Surtout. Je ne peux pas être coupable d'être votre enfant. Je n'ai pas choisi d'être là. Absolument, c'est ça qui va créer le perpétuel problème. Et on a un élément nouveau, et tu en as parlé, Raphaël, c'est l'évolution extrêmement rapide de notre mode de vie. Les valeurs sont en train de changer d'une façon trop accélérée pour que l'on puisse réellement les gérer comme il le faut. Bah justement, en quoi le contexte actuel rend-il encore ce conflit plus visible et plus aigu, hein, je dirais. Alors même. On parle et on n'a pas l'impression qu'en face de nous, nous avons des gens qui nous écoutent, mais qui nous écoutent intelligemment. Je ne renie jamais l'intelligence des générations futures. Par exemple, quand on parle, comme au jour d'aujourd'hui, de la dégradation de l'environnement, comment voulez-vous, quand on marque autant l'intervention humaine dans la dégradation de l'environnement, comment voulez-vous que nos enfants nous regardent? Ils vont nous dire que vous avez profité autant que vous avez voulu de cette pauvre terre et que vous allez nous laisser des ruines. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. Vous n'allez pas nous reprocher de reproduire un comportement que vous avez vous-même eu et voulu. Comment est-ce qu'on peut
va réparer la faute. On se rappelle de l'écrit des écrits de Saint-Exupéry quand il disait que la terre appartient à nos enfants et que nous empruntons la terre aux générations futures. Est-ce qu'on a été nous-mêmes conscients de cela? Nous avons tout consommé d'une façon ahurissante. Nous avons, depuis les années 50, entré progressivement dans cette société de consommation que nous avons construite, et aujourd'hui, on va leur faire le reproche d'être des consommateurs et de ne pas produire. Mais c'est le résultat de ce que nous avons fait. En plus de cela, cette même génération qui a tout consommé, qui a tout pollué et qui a amené la terre et l'environnement dans cette situation aujourd'hui critique, et on le ressent à travers le réchauffement, à travers la pénurie de l'eau, par exemple aujourd'hui, à travers quand on a grandi et qu'on voyait, qu'on lavait même le parterre à grand eau et que l'eau coulait comme des fleuves à l'intérieur de chaque maison, et aussi quand votre enfant passe plus de 10 minutes sous la douche, on va lui reprocher de trop consommer d'eau, parce que il va vous regarder et vous dire qu'est-ce que j'ai consommé moi par rapport à ce que vous avez consommé vous. Il va avoir des reproches, bien évidemment. Donc il faut avoir le sens de la mesure, c'est-à-dire que l'on ne peut pas inverser la vapeur du jour au lendemain aussi facilement. Il faut qu'on prenne conscience de ce que l'on a pu apporter de positif à nos enfants, mais comment aussi on pèse sur le dos de nos enfants. Il faut trouver un juste équilibre. Quand entre les deux. On regarde ce qui s'est passé ailleurs, quand dans les sociétés occidentales, on a considéré que arrivé à 18 ans, c'est fini, moi je n'ai plus de responsabilité vis-à-vis de toi, tu vas voler de tes propres ailes, tu vas te débrouiller, et les notions, les valeurs des relations familiales se sont un petit peu dissolues. Le résultat, aujourd'hui, on a une population vieillissante et on ne sait plus rien quoi faire avec nos aînés dans un certain nombre de sociétés. Alors qu'on a la chance, chez nous, d'avoir encore cette relation extrêmement forte entre les différentes générations. Conflit ne veut pas dire rupture. Le conflit, ça veut dire qu'on a une modification des rapports des uns et des autres. On va déconstruire un schéma, mais reconstruire quelque chose aussi derrière. Regardant les grandes villes aujourd'hui, Tunis est en train de se vider. Tout le monde est en train de revenir vers la campagne et vers le village natal pour retrouver les proches, la famille, les parents, oui, les grands-parents. Et c'est quelque chose de profond et d'extrêmement important. Il faut qu'on garde ce rapport intergénérationnel et que on se côtoie sans rupture. Ce qu'il y a de pire dans une société, c'est la rupture entre les générations. Conflit ne veut pas dire rupture. Le conflit, ça va amener un changement, ça va amener une évolution, une adaptation. Et c'est normal que l'on passe par une petite crise avant de s'adapter et avant de changer. Bah justement, en parlant d'adaptation et en parlant de conflit, on a l'impression parfois que le dialogue entre les générations devient difficile ou bien change dans certaines formes. Parfois on a l'impression, ou peut-être on a envie d'écouter de la part de nos enfants ce que nous avons envie d'écouter. Parfois on remarque aussi pour certains qui disent il y a un changement, qui ne sont plus respectueux ou moins respectueux. Est-ce que ceci est vrai, ou bien aussi les formes de respect changent et les formes de dialogue changent? Il ne faut confondre respect et dialogue, absolument. Oui. Nos enfants nous aiment. Il ne faut pas remettre ça en doute. Même s'il y a un conflit, mais c'est un conflit passager. L'intérieur, de toute façon, nous les avons nourris, et en contrepartie, ils sont tout amour. C'est le résultat de l'amour de leurs propres parents. Donc, il y a une continuité. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes aussi responsables, en tant que génération, de la rupture de tous les mécanismes de communication avec nos enfants. Mais regardez-nous, la communication ne se fait qu'au moment des conflits. Donc on se bagarre, on ne se parle plus.
Lorsque la situation devient intenable, cela explose. Et on l'a expliqué que deux fois ici, que en tant que responsable dans notre pays, nous avons coupé tous les moyens de communication intergénérationnelle. À l'école, il n'y a plus de communication. Au niveau des villes, il n'y a plus de communication. Au niveau des médias, les enfants, et surtout, si au moins les tout petits sont encore présents dans un certain nombre d'émissions, les adolescents sont complètement absents. De tout le contenu de communication qui existe sur la place, parlant de notre propre pays, il n'y a aucune communication, il n'y a aucun média ne se consacre aux préoccupations des adolescents. Ce sont des jeunes gens qui sont en train de se construire et qui vont être le relais nécessaire et obligatoire dans notre pays, et pourtant nous sommes encore là avec des sexagénaires, des septuagénaires, des octogénaires en train de discuter de l'avenir, et on ne voit pas cette jeunesse du tout participer et contribuer. Le résultat c'est qu'ils sont dans des réseaux de communication parallèles, et les réseaux de communication parallèles sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce que ils parlent et ils s'écoutent entre eux. On n'est pas à l'intérieur pour au moins les écouter et entendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc c'est cette incommunication qui cristallise la crise intergénérationnelle. Il faut maintenir les liens de communication, il faut que on rétablisse tous les moyens légaux, et à travers les moyens légaux, développer les moyens culturels derrière pour ramener la discussion et la communication intergénérationnelle. En parlant justement de communication, on le remarque de génération en génération, on remarque le changement du champ lexical également. Parfois, on n'arrive plus à comprendre ce qu'ils ont envie de dire. Il y a des mots nouveaux qui se créent. Non seulement des mots nouveaux, une façon d'écrire nouvelle. Il y a eu le problème de ces raccourcis en SMS et de la confusion entre l'arabe, le français, l'anglais et ces néologismes. Et c'est une langue bizarre qui est en train d'être de se développer. C'est très bien. La langue est vivante, elle doit évoluer, elle doit avancer. On ne doit pas rester immuable dans un langage sumérien, pas du tout. Mais de l'autre côté, il faut qu'on adopte aussi un certain nombre de règles pour essayer de garder la communication. Voir qu'ils parlent d'une façon bizarre sans se poser des questions pourquoi ils en sont arrivés là. Ils ont développé des codes qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à déchiffrer. C'est un stigmate d'un véritable conflit entre les générations qui est prélude à une possible rupture. Il n'y a pas que ça. Regardez par exemple tout cet art nouveau qui émerge. Il y a eu le rap, lorsqu'il y a eu le street dance. Au départ, on a considéré ça comme étant vulgaire, qu'il ne s'élevait pas à la qualité de l'art. Il a fallu qu'il y ait quelques personnes illuminées pour y consacrer des festivals et pour dire que non, c'est de l'art. C'est une nouvelle façon de s'exprimer, c'est une façon d'exprimer sa révolte et de remettre de nouvelles valeurs sur le terrain. Mais à la fin, Moaz Chif, on ne peut pas nier que les jeunes d'aujourd'hui, ils jouent un rôle très important dans la transformation du monde, évidemment. Absolument. Toutes les innovations nous viennent de la part des jeunes. Et nous-mêmes, nous avons, en un certain nombre d'années, modifié toute notre façon de nous comporter. 20 ans en arrière, on n'imaginait même pas que la majorité des Tunisiens se baladeraient avec un téléphone à la main et que ça va remplacer le sac à main, ça va remplacer le porte-clés. C'est le téléphone qui les accompagne partout, et on l'a vu dans les derniers rapports de la situation de l'enfant. Plus de 70% des enfants sont connectés. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Moaz Chif. Inch'Allah, Eid Mabrouk. Kol aam wa antum bkhir. Bonne fête à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Inch'Allah.